Ton esprit est comme une maison que tu as laissée avec toutes les portes ouvertes. La peur entre, l'anxiété entre, de vieux souvenirs entrent, des opinions étrangères et même des pensées que tu ne reconnais pas comme les tiennes. Et pourtant, tu te demandes pourquoi ta vie semble désordonnée, lourde ou hors de contrôle. La réponse est simple, tu n'as pas appris à fermer ces portes. Ici, nous ne maquillerons pas la réalité. La plupart vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils perdent de l'énergie sur ce qu'ils ne contrôlent pas, se noient dans des pensées qu'ils ne remettent même pas en question, et vivent si distraitement qu'ils ne distinguent plus l'essentiel de l'inutile. Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de maîtrise intérieure. C'est pourquoi cette vidéo existe, pour te dire, sans adoucir quoi que ce soit, que ta transformation commence lorsque tu prends la responsabilité de ton monde intérieur. Quand tu apprends à lâcher ce qui ne dépend pas de toi. Quand tu cultives le silence pour écouter ta vraie voix. Quand tu renforces ton focus pour cesser d'être l'esclave de chaque stimulus qui t'entoure. Ici, le stoïcisme, la psychologie et les neurosciences se rejoignent pour te montrer comment récupérer ton esprit, pièce par pièce. Parce que si tu ne te gouvernes pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Tes émotions, ton ego, tes impulsions ou le bruit du monde. Reste jusqu'à la fin, non pas pour te divertir, mais pour comprendre comment construire un état d'esprit fort, conscient et difficile à briser. Cette vidéo est un appel direct. Il est temps d'entrer dans ta propre maison et de commencer à fermer des portes. 1. Lâche ce que tu ne contrôles pas. L'esprit ressemble à un poing fermé qui essaie de retenir du sable. Plus tu forces, plus il s'échappe rapidement entre tes doigts. C'est ce qui t'arrive lorsque tu t'accroches à ce qui ne dépend pas de toi. Tu te crispes, tu t'épuises, tu te frustres et pourtant tu n'obtiens rien. Tu restes seulement avec l'amère sensation d'avoir lutté contre quelque chose qui n'a jamais été entre tes mains. Et aussi dur que cela puisse paraître, tu as besoin de l'entendre très clairement, tu perds de l'énergie en essayant de dominer ce que tu ne pourras jamais contrôler. La plupart des gens sont pris dans ce schéma. Ils se soucient des décisions des autres, des futurs qui n'existent pas encore, des opinions qui changent chaque jour et des résultats qui ne dépendent pas uniquement de leurs efforts. C'est la raison pour laquelle l'esprit se sent lourd. Ce n'est pas que la vie est insupportable, c'est que tu portes trop de poids. La philosophie stoïcienne le résume en une idée simple. Libère-toi de ce que ta volonté ne contrôle pas et concentre-toi uniquement sur ce que tu peux diriger. Le reste n'est que bruit, distraction et perte de temps vital. Quand tu essaies de manipuler l'extérieur, tu entres dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Tu veux que quelqu'un agisse comme tu le souhaites, que les choses s'alignent selon tes attentes, que le monde te donne un traitement spécial, simplement parce que tu essaies de bien faire les choses. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie répond aux faits, pas aux désirs, aux actions, pas à l'imagination. Lâche cette illusion enfantine que tout se passera toujours comme tu le veux et tu verras que ton esprit commence à respirer. La psychologie explique que s'accrocher est une tentative désespérée de sentir le contrôle face à l'incertitude. Nous voulons des garanties, de la stabilité, des fins prévisibles, des personnes qui ne changent pas, des émotions qui ne font pas mal. Nous essayons de nous accrocher à n'importe quoi qui nous donne le sentiment de sécurité, même si cette sécurité est fausse et nous détruit. S'accrocher est un mécanisme de défense mal entraîné. Lâcher prise est un acte de maturité. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou être passif. Cela signifie accepter ce qui ne dépend pas de toi et agir uniquement sur ce que tu peux transformer. Cette distinction est le cœur de la maîtrise intérieure. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est arrêter de t'épuiser inutilement. C'est un mouvement mental qui te rend plus léger, plus conscient et plus puissant. Tant que tu restes accroché à des personnes qui ne te correspondent pas, à des situations qui ne changent pas ou à des résultats qui n'arrivent pas, la vie continuera à t'entraîner comme un courant qui ne contrôle pas ses eaux. Les neurosciences le confirment également. L'esprit qui lâche prise se repose. L'esprit qui s'accroche s'enflamme.
Le stress chronique apparaît lorsque l'attention reste coincée sur quelque chose qu'elle ne peut pas résoudre. La chimie du corps réagit comme si tu faisais face à une menace réelle, même si la menace n'existe que dans ta tête. Quand tu apprends à lâcher prise, ton système nerveux se détend, ton attention s'organise et ton énergie revient là où elle doit être. Le détachement est une discipline. Ce n'est pas une déconnexion émotionnelle. C'est choisir de ne pas te détruire mentalement pour quelque chose que tu ne contrôles pas. C'est te dire à toi-même, cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas gaspiller ma paix là-dessus. C'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Lâcher prise, c'est te choisir. Choisir ta tranquillité. Choisir ton focus. Choisir ta stabilité interne au-dessus de toute situation qui veut t'entraîner vers le chaos. Quand tu lâches prise, tu récupères du pouvoir. Tu arrêtes de réagir et tu commences à décider. Tu arrêtes de dépendre de l'extérieur et tu commences à construire de l'intérieur. C'est la véritable force. C'est la base de la maîtrise intérieure. 2. Observe tes émotions sans t'y attacher. Les émotions sont comme une rivière en crue après une tempête. L'eau avance avec force, emporte des branches, frappe les roches et change la couleur du lit de la rivière. Mais aussi violent que puisse paraître le mouvement, tu n'es pas la rivière. Tu es simplement debout sur la rive à l'observer. La plupart des gens oublient cela et finissent par sauter dans l'eau, se laissant emporter par des courants internes qu'ils ne savent pas contrôler. Ils confondent ce qu'ils ressentent avec ce qu'ils sont et finissent par se noyer dans leur propre esprit. Observer tes émotions sans t'y attacher ne signifie pas les réprimer, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les comprendre sans t'y soumettre. Chaque émotion qui apparaît en toi porte un message, mais c'est toi qui décides si ce message devient une vérité ou un simple signal d'alerte. Lorsque tu t'attaches à ce que tu ressens, tu commences à construire ton identité sur des états temporaires. Et c'est là que naît le chaos mental. Une émotion dure quelques minutes, mais un attachement émotionnel peut durer des années. La psychologie explique que le problème n'est pas de ressentir, mais de s'accrocher. Le cerveau réagit automatiquement aux stimuli, mais c'est toi qui décides si tu nourris cette réaction ou si tu la laisses mourir. L'émotion est une étincelle, l'attachement est l'incendie. Les stoïciens voyaient les choses de la même manière. Ils n'écartaient pas les émotions, mais ne les transformaient pas non plus en guides absolus. Ils disaient quelque chose de simple, ressens, mais ne t'asservis pas. Laisse l'émotion passer sans qu'elle détruise ta clarté. L'esprit observateur est un outil puissant. Lorsque tu parviens à l'activer, tu commences à remarquer tes émotions comme si elles étaient des mouvements dans le ciel. Un nuage de colère qui apparaît, une rafale de peur qui passe rapidement, une ombre d'anxiété qui tente de rester, mais tu n'es aucune d'elles. Tu es le ciel où elles passent. Cela te donne de la distance et depuis cette distance, tu peux choisir ta réponse. Le problème est que la plupart des gens réagissent sans cette distance. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ont peur et agissent à partir de la peur. Ils se sentent blessés et agissent à partir de l'insécurité. Ensuite, ils regrettent, mais il est déjà trop tard. C'est la conséquence de ne pas observer. Lorsque tu n'observes pas, tu deviens l'émotion du moment. Tu perds ton centre, tu perds ton jugement et tu perds ta force. Les neurosciences révèlent que lorsque tu observes une émotion sans agir impulsivement, tu actives des zones du cerveau associées au raisonnement et au contrôle exécutif. En d'autres termes, tu récupères ton pouvoir. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, il s'agit de traiter. Une émotion observée se dissout, une émotion nourrie se multiplie. Le choix est toujours entre tes mains. Apprendre à observer sans t'attacher te rend également moins manipulable. Il y a des personnes, des situations et des pensées qui cherchent à t'allumer émotionnellement. S'ils y parviennent, ils te contrôlent. S'ils te maintiennent réactif, tu deviens prévisible. Mais lorsque tu as la capacité de regarder une émotion avec calme, même si elle est intense, même si elle est inconfortable, même si elle touche de vieilles blessures, personne ne peut l'utiliser contre toi.
C'est ça, la maîtrise intérieure. Observer te donne aussi de l'honnêteté. Cela t'aide à reconnaître que tout ce que tu ressens n'est pas vrai. Parfois, l'émotion exagère, déforme, invente des histoires pour justifier son intensité. Tu peux sentir que quelqu'un te rejette alors que ce n'est pas le cas. Tu peux sentir que tu vas échouer alors que tu n'as pas de preuves. Tu peux sentir que quelque chose ne va pas alors que tout va bien. L'émotion confond, l'observation éclaircit. La clé est de le pratiquer quotidiennement. Quand tu ressens de la colère, regarde-la sans agir. Quand tu ressens de la peur, respire sans fuir. 3. Cultive le silence intérieur quotidiennement. Le silence intérieur fonctionne comme un phare au milieu d'une tempête. Peu importe combien de vagues se lèvent, peu importe le bruit que fait le vent, la lumière reste allumée, ferme, constante, guidant sans crier. Et c'est ce qui te manque quand tu sens que ton esprit est sur le point d'exploser, quand le bruit du monde se mélange à ton propre bruit intérieur, jusqu'à ce que tu perdes la direction. Tu n'as pas besoin de plus de force, tu as besoin de silence. La vie moderne est conçue pour te déconnecter de toi-même. Notifications, messages, opinions, vidéos, discussions, actualités, stimuli constants qui bombardent ton esprit depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu essaies de dormir. Tu t'habitues à vivre en réagissant au monde, mais jamais en t'écoutant toi-même. C'est pourquoi tu te sens confus, saturé ou émotionnellement épuisé. Tu n'as pas appris à entrer dans ton propre espace mental. Tu n'as pas créé l'habitude du silence. Le stoïcisme l'a bien compris. Avant de faire face à la journée, les sages prenaient quelques minutes pour ordonner leur esprit. Ce n'était pas de la méditation mystique, c'était une simple hygiène mentale. Tout comme tu laves ton corps pour commencer propre, ils lavaient leurs pensées avant de sortir dans le monde. Le silence était un outil, une arme, une façon de s'assurer que la vie ne les prenait pas par surprise. Ils savaient que celui qui commence la journée avec du bruit intérieur est déjà vaincu avant de commencer. La psychologie moderne le confirme. Le silence quotidien réduit la réactivité émotionnelle, régule le système nerveux, améliore la mémoire de travail et renforce la capacité à prendre des décisions avec clarté. Le cerveau a besoin de moments sans stimuli pour se réorganiser, tout comme une pièce a besoin d'être aérée. Mais la plupart des gens vivent avec la fenêtre fermée et l'air accumulé. Il n'est pas étonnant qu'ils se sentent lourds. La neuroscience explique que lorsque tu te donnes des minutes de silence, le réseau neuronal par défaut s'active. Ce système est essentiel pour traiter les informations internes, résoudre les problèmes et comprendre tes émotions. Sans silence, ce réseau s'atrophie. C'est pourquoi tu as du mal à comprendre ce que tu ressens. C'est pourquoi tu ne sais pas quel chemin prendre. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque d'espace mental. Cultiver le silence intérieur ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie créer un territoire où les opinions extérieures ne décident pas de ta direction. C'est t'asseoir avec toi-même sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est permettre à ton esprit de respirer. Le silence est un filtre. Tout ce qui ne sert pas reste dehors. Tout ce qui compte émerge. Mais voici la vérité inconfortable. Le silence fait mal au début. Il fait mal parce qu'il te montre ce que tu as toujours évité de ressentir. Il t'enseigne les frustrations que tu cachais, les vides que tu ignorais, les décisions que tu as reportées et les réalités que tu ne voulais pas affronter. C'est pourquoi beaucoup préfèrent rester occupés, divertis ou distraits, non pas parce que le bruit est plus confortable, mais parce qu'il leur évite de se confronter. Le silence révèle, mais il libère aussi. Pratiquer le silence intérieur quotidiennement est un acte de discipline et de sincérité. Tu peux le faire n'importe où, tu n'as pas besoin de rituels compliqués. Assieds-toi simplement, respire, écoute. Laisse l'esprit parler et laisse l'esprit se taire. N'essaie pas de contrôler les pensées, observe-les simplement passer. Au début, cela semblera chaotique, mais ensuite, peu à peu, la clarté apparaît. Et avec elle, apparaît le pouvoir.
Celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde intérieur. Il répond mieux, pense mieux, ressent mieux. Il ne se laisse pas entraîner par n'importe quelle provocation. Il ne tombe pas dans des impulsions inutiles. Il ne vit pas à la merci du bruit des autres. Son esprit devient un refuge, pas une prison. 4. Vise chaque action avec présence. La présence fonctionne comme une lanterne au milieu d'une forêt sombre. Quand tu l'allumes, tu vois le chemin clairement. Quand tu l'éteins, tout devient confus, incertain et plein d'ombres qui semblent plus grandes qu'elles ne le sont réellement. C'est ce qui t'arrive quand tu vis divisé entre ce que tu fais et ce que tu penses, entre le passé qui te pèse et le futur qui te fait peur. Ton corps est à un endroit, mais ton esprit est ailleurs, et ainsi personne ne peut avancer avec assurance. Vivre avec présence est une compétence que peu de gens maîtrisent. La plupart se déplacent en mode automatique, piégés dans des pensées répétitives, des doutes inutiles et des dialogues internes qui ne s'arrêtent jamais. Ils accomplissent des actions comme s'ils les regardaient de loin, déconnectés, dispersés, sans véritable intention. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie ne change pas. La réponse est simple, ils ne vivent pas le moment où ils peuvent vraiment transformer quelque chose, le maintenant. Le stoïcisme le disait sans détour, le seul temps que tu possèdes est l'instant que tu vis. Tout le reste est illusion, fumée mentale, une tentative d'échapper à la réalité présente. Celui qui ne vit pas avec présence gaspille sa vie. Non pas par manque d'opportunités, mais par manque d'attention. Non pas parce que le monde lui ferme des portes, mais parce que son esprit est trop occupé pour les voir. La psychologie actuelle le confirme. L'esprit présent est plus stable, plus émotionnellement intelligent et plus capable de prendre des décisions judicieuses. Quand tu es ici, vraiment ici, la rumination diminue, l'excès de soucis s'arrête et le pilote automatique qui te fait répéter les mêmes schémas encore et encore s'éteint. Vivre avec présence te rend la capacité de choisir. Les neurosciences expliquent que lorsque tu te concentres sur le moment présent, tu actives des réseaux neuronaux associés au contrôle exécutif et à la prise de décision consciente. Cela signifie que chaque action devient plus précise, chaque pensée plus claire et chaque émotion plus gérable. La présence ordonne le chaos interne parce qu'elle limite l'accès aux stimuli non pertinents. Tu deviens le maître de ton attention. Mais vivre avec présence exige du courage. Il faut faire face à ce que tu évites. Il faut cesser de fuir vers un passé qui n'existe plus et vers un futur que tu ne peux pas contrôler. Il faut s'engager dans ce que tu fais, qui tu es et ce que tu construis. Et cela n'est pas toujours confortable. La présence te confronte à tes distractions, à tes excuses et à tes habitudes qui ne servent plus. La présence est aussi précision. Quand tu manges, tu manges. Quand tu parles, tu parles. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te reposes, tu te reposes. Pas question de tout mélanger, pas question de multiplier les tâches, pas question de laisser ton esprit sauter comme un animal agité. Chaque action a un but, et chaque but a un moment. Quand tu vis ainsi, même les petites choses deviennent significatives. Vivre avec présence te protège aussi. Quand tu es attentif, tu détectes les manipulations, tu identifies les signaux, tu perçois les changements et tu réponds avec intelligence. Tu ne te perds pas dans des interprétations exagérées, ni dans des réactions impulsives. Tu vois la réalité telle qu'elle est, pas comme ton esprit perturbé l'invente. La présence te donne du pouvoir, car elle te permet d'agir à partir de la conscience, pas de la confusion. Pratiquer la présence quotidienne n'est pas compliqué, mais cela demande de la discipline. Observe ta respiration pendant quelques secondes. Sens tes pas pendant que tu marches. Concentre ton attention sur une seule tâche. Reste conscient de tes pensées sans te laisser emporter par elles. Ce n'est pas de la spiritualité abstraite, c'est de l'entraînement mental. 5. Protège et renforce ton focus. Le focus ressemble à une flèche lancée au milieu d'un champ plein de vent. Si la flèche n'a pas de direction claire, le courant la dévie. Si tu la lâches sans fermeté, elle tombe avant d'atteindre la cible. Et si tu permets à n'importe quel bruit de te distraire, tu perds la force du tir. Il en va de même pour ton esprit.
Peu importe combien de talent tu as, combien de motivation tu ressens ou combien de rêves tu veux atteindre, si ton focus est faible, tout se disperse. La vérité est que nous vivons dans l'ère la plus dangereuse pour l'attention humaine. Pas dangereuse à cause des guerres ou des catastrophes physiques, mais à cause de la guerre silencieuse qui se déroule dans ta tête. Chaque application, chaque écran, chaque notification est conçue pour te voler des secondes de focus qui, lorsqu'elles s'additionnent, finissent par te coûter des années entières de progrès. La distraction n'est plus un accident, c'est un système. Et si tu n'en es pas conscient, ce système te dévore. Le stoïcisme parlait déjà de cela bien avant l'existence des écrans. Il disait que celui qui ne contrôle pas son attention ne contrôle pas sa vie. Le sage ne gaspille pas son énergie dans quoi que ce soit qui ne contribue pas à son but. La concentration était un acte de discipline interne et aussi de respect de soi. Parce que se concentrer n'est pas seulement choisir quelque chose, c'est renoncer à tout ce qui t'éloigne de cela. La psychologie moderne renforce cette idée. L'esprit humain n'est pas fait pour le multitâche, même si tout le monde le croit. Chaque fois que tu sautes entre les tâches, ton cerveau paie un coût cognitif. C'est comme s'il redémarrait légèrement encore et encore. Tu perds en profondeur, tu perds en qualité, tu perds en clarté. Tu finis fatigué sans avoir réellement progressé. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu progresser. Ils ne sont pas concentrés, ils sont divisés. Les neurosciences confirment que le focus est un muscle. Quand tu l'entraînes, il se renforce. Quand tu le négliges, il s'atrophie. Et les distractions ont le même effet qu'un poison lent. Elles ne te tuent pas en un jour, mais elles te dépouillent de ta capacité à maintenir l'esprit dans une seule direction. Ton attention devient fragile, inquiète, incapable de soutenir une tâche sans vouloir s'échapper vers des stimuli plus faciles. Renforcer le focus implique 3 décisions. La première, protéger ton esprit de ce qui l'affaiblit. Cela signifie des limites. Limites avec les réseaux, limites avec les personnes, limites avec tes propres habitudes impulsives. Tu ne peux pas te concentrer si tu permets à n'importe qui d'entrer dans ton esprit quand il le veut. La deuxième décision est d'éliminer le bruit inutile. Ce n'est pas du radicalisme, c'est de l'hygiène mentale. Chaque chose que tu élimines libère de l'espace pour ce qui compte vraiment. La troisième décision est de t'engager avec l'essentiel. Ton esprit a besoin de savoir ce qui est prioritaire pour ne pas errer sans direction. La présence et le focus sont connectés. Tu ne peux pas te concentrer si tu n'es pas présent. Et tu ne peux pas être présent si ton esprit est entraîné à sauter de stimulus en stimulus. Maîtriser le focus implique de construire de la résistance. Résister à la tentation de te distraire, résister à l'impulsivité, résister au besoin de gratification instantanée. Le focus te force à grandir parce qu'il te force à choisir. Cultiver le focus te donne aussi du pouvoir social. Dans un monde plein d'esprits dispersés, la personne qui peut se concentrer se démarque sans effort. Elle devient plus fiable, plus précise, plus efficace. La clarté mentale est une forme d'autorité. Les gens suivent celui qui pense avec direction. Ils respectent celui qui ne se brise pas sous des stimuli superficiels. Ils admirent celui qui va fermement vers un objectif sans dévier. 6. Reconnais et désactive ton ego. L'ego fonctionne comme un miroir brisé. Il reflète quelque chose, oui, mais de manière déformée. Il te montre une version agrandie quand tu veux te sentir supérieur et une version minimale quand tu te sens insécurisé. Il ne te montre jamais la réalité complète, seulement des fragments, seulement des morceaux. Et toi, croyant que ce miroir est vrai, tu finis par agir à partir d'une identité fragile qui répond plus à la peur qu'à la conscience. L'ego est ce bruit mental qui apparaît quand tu ne sais pas qui tu es, sans les apparences, sans les éloges, sans la validation externe ou sans les histoires que tu te racontes pour ne pas affronter ta vérité. C'est cette voix qui a besoin d'avoir raison, qui veut être vue, acceptée, admirée, protégée du rejet.
Mais surtout, c'est une construction qui t'affaiblit quand elle gouverne tes décisions. Et si tu ne le reconnais pas, il te contrôle. Le stoïcisme l'a bien compris. Ils enseignaient que le véritable ennemi n'est pas le monde, mais l'esprit qui s'accroche à une fausse identité. Le sage connaît sa valeur sans avoir besoin de la démontrer. Il connaît ses limites sans en avoir honte. Il connaît son rôle dans la vie sans se gonfler ni se rétrécir. Il sait que l'ego exagère, invente, manipule et dramatise. C'est pourquoi il l'observe et le maintiennent à sa place. La psychologie moderne le souligne également. L'ego agit comme un mécanisme de défense conçu pour te protéger de la douleur émotionnelle. Quand tu ressens de la peur, l'ego veut contrôler. Quand tu ressens de la honte, l'ego veut fuir. Quand tu te sens petit, l'ego veut s'imposer. Mais toutes ces réactions te déconnectent de la réalité. Tu agis pour défendre ton image, pas pour résoudre ta vie. Désactiver l'ego ne signifie pas l'éliminer. Cela signifie reconnaître quand il essaie de t'utiliser. Cela signifie l'observer sans le laisser prendre le contrôle du volant. La clé est d'identifier ces signaux. L'ego se manifeste avec précipitation, avec réactivité, avec un orgueil exagéré, avec une insécurité déguisée en force, avec un besoin d'approbation, avec une peur de se tromper ou avec de l'arrogance quand tu te sens vulnérable. Les neurosciences expliquent que l'ego s'active dans les régions du cerveau associées à la peur, à la survie et au jugement social. C'est pourquoi il réagit si rapidement. Il ne pense pas, il se défend. Il n'analyse pas, il attaque. Et si tu ne prends pas de distance, il t'entraîne. Il te fait répondre impulsivement, prendre des décisions à partir du ressentiment, discuter inutilement, éviter des conversations importantes ou saboter des opportunités juste pour maintenir ton image intacte. Reconnaître l'ego implique une honnêteté radicale. Cela implique de te dire à toi-même « cela m'a fait mal, cela m'a ému, cela a touché mon orgueil, cela m'a fait me sentir petit ». Quand tu nommes ce que tu ressens, tu reprends le pouvoir. Quand tu le caches, l'ego grandit. Il n'y a pas de transformation possible sans cette sincérité interne. L'ego se nourrit de ce que tu caches. Il s'affaiblit avec ce que tu admets. Le désactiver signifie aussi savoir quand faire un pas en arrière. Parfois, tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot. Parfois, tu n'as pas besoin de te défendre. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parfois, la réponse la plus puissante est le silence. D'autres fois, l'acceptation. D'autres fois, la réévaluation. L'ego veut réagir, mais ta sagesse veut comprendre. Quand tu apprends à voir l'ego comme un reflet, pas comme ton identité, la véritable liberté commence. Tu n'es plus contrôlé par les vieilles blessures, ni par les peurs invisibles, ni par le besoin que le monde valide ton existence. Tu commences à prendre des décisions à partir du calme, pas de l'orgueil, à partir de la clarté, pas de la peur, à partir de l'authenticité, pas du masque. La personne qui contrôle son ego contrôle son destin. 7. Activez votre esprit observateur. Activer l'esprit observateur, c'est comme allumer une caméra de sécurité en vous. La plupart des gens vivent à l'intérieur de la scène, confus par le mouvement, pris dans le chaos du moment, réagissant sans réfléchir. Mais lorsque vous activez cette caméra interne, vous ne faites plus partie du désordre, vous êtes celui qui l'observe de haut. Vous voyez les motifs, vous voyez les répétitions, vous voyez la racine de vos réactions, et surtout, vous voyez ce qui vous contrôlait auparavant sans que vous vous en rendiez compte. L'esprit observateur est l'outil le plus puissant que vous ayez pour prendre du recul émotionnel. C'est l'espace intérieur où vous pouvez voir vos pensées sans être vos pensées, où vous pouvez ressentir vos émotions sans devenir ces émotions, et où vous pouvez remarquer vos impulsions sans leur obéir. Cet espace est la liberté. Sans lui, vous êtes l'esclave de votre programmation automatique. La plupart des gens vivent en réagissant comme si chaque émotion était un ordre. Ils se mettent en colère et agissent à partir de la colère. Ils ressentent de l'anxiété et agissent à partir de la peur. Ils ressentent de la tristesse et s'enfoncent dans l'idée que quelque chose ne va pas dans leur vie.
Mais l'émotion ne devrait être qu'un avertissement, jamais une sentence. Les stoïciens l'enseignaient avec une clarté totale. Ce qui vous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation automatique que votre esprit crée. Et si vous ne l'observez pas, elle vous consume. La psychologie cognitive le confirme. L'esprit réagit avant que vous puissiez traiter. Des pensées automatiques apparaissent sans votre permission. Elles sont rapides, intenses, parfois irrationnelles, mais elles ne vous définissent pas. Elles ne deviennent dangereuses que lorsque vous les acceptez sans les remettre en question. L'esprit observateur agit comme un filtre qui sépare ce que vous êtes de ce qui passe simplement en vous. La neuroscience explique que lorsque vous observez vos propres processus internes sans vous identifier à eux, vous activez le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée au raisonnement et à l'autocontrôle. C'est comme si votre esprit passait du mode réactif au mode conscient. Vos émotions cessent de vous contrôler et commencent à devenir des informations utiles. Ce changement de position mentale transforme votre vie. Activer l'esprit observateur signifie vous entraîner à voir avant de réagir, remarquer la colère avant le cri, remarquer la tristesse avant l'effondrement, remarquer la peur avant la retraite. Ce n'est pas facile, mais c'est la différence entre perdre le contrôle ou le maintenir. Lorsque vous observez, vous brisez automatiquement le cycle de l'impulsion. Le temps ralentit et vous récupérez la décision. Cela implique également de voir vos schémas, voir comment vous répétez les mêmes pensées lorsque vous vous sentez insécurisé, voir comment vous justifiez des habitudes qui vous nuisent, voir comment vous créez des histoires exagérées dans votre tête quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'espériez. L'observation vous permet de reconnaître votre programmation émotionnelle et mentale, et une fois que vous la reconnaissez, vous pouvez la réécrire. Activer cet esprit nécessite une pratique quotidienne. Vous n'avez pas besoin de rituels compliqués, juste de la présence. Quand quelque chose vous dérange, arrêtez-vous pendant 2 secondes et observez ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous perturbe, identifiez l'histoire que votre esprit est en train de créer. Quand une pensée négative apparaît, regardez-la comme si c'était une phrase écrite sur un écran. Observez sans juger. Observez sans réagir. Observez sans croire que vous êtes cela. Avec le temps, vous commencez à distinguer entre votre voix intérieure et le bruit mental. Votre voix est calme, ferme, raisonnable. Le bruit est chaotique, impulsif, craintif. L'esprit observateur est celui qui entend cette différence. Cette compétence vous donne un énorme avantage dans un monde émotionnellement débordant. Elle fait de vous quelqu'un de difficile à manipuler parce que vous ne réagissez plus automatiquement. Elle fait de vous quelqu'un de stable parce que vous voyez avant d'agir. 8. Décide calmement, pas impulsivement. Prendre des décisions sur l'impulsion, c'est comme conduire sous une tempête intense. Le pare-brise se remplit d'eau, la route se déforme, les lumières se confondent et le moindre mouvement brusque peut vous conduire directement au désastre. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous attendez quelques secondes, lorsque vous observez avec clarté, la tempête cesse d'être une menace et devient quelque chose que vous pouvez traverser avec prudence et fermeté. C'est ainsi que fonctionne le calme dans votre vie. Il n'élimine pas les problèmes, il vous donne une direction face à eux. L'impulsion est rapide, bruyante, anxieuse et veut toujours tout de suite. Elle ne pense pas, elle réagit. Elle n'analyse pas, elle se lance. Elle est chargée d'émotions pures et c'est pourquoi elle vous convainc d'agir sans mesurer les conséquences. L'impulsion vous dit « Réponds maintenant ». Défends-toi maintenant. Fais quelque chose même si tu ne sais pas quoi. Ne laisse pas passer l'opportunité même si elle n'est pas la tienne. Ne reste pas immobile parce que tu vas perdre. Mais chacune de ces voies est guidée par la peur, l'ego ou l'insécurité. Et ce qui naît de là ne crée presque jamais de bons résultats. Le calme, en revanche, est une force silencieuse. Il ne vous crie pas dessus. Il ne vous met pas la pression. Il n'exige pas d'urgence. Il vous murmure simplement « Attends, respire, comprends, regarde le tableau dans son ensemble, choisis avec intention ».
Le calme n'élimine pas l'intensité émotionnelle, il vous aide simplement à ne pas agir sous son emprise. Et cette différence change des destins entiers. Les stoïciens le savaient. Ils disaient qu'aucune décision prise sous une tempête intérieure ne peut être sage. La clarté apparaît toujours lorsque l'esprit cesse de brûler. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est voir la situation de haut, pas de la blessure. C'est agir à partir du but, pas de l'émotion. Parce que lorsque vous décidez impulsivement, vous protégez votre ego, mais lorsque vous décidez calmement, vous protégez votre avenir. La psychologie moderne montre que les décisions impulsives proviennent du système limbique, la partie émotionnelle la plus ancienne du cerveau, tandis que les décisions réfléchies activent le cortex préfrontal, associé au raisonnement, à la planification et au contrôle de soi. Autrement dit, lorsque vous répondez calmement, vous utilisez littéralement la partie la plus intelligente de votre cerveau. Lorsque vous répondez impulsivement, vous utilisez la partie la plus primitive. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Les neurosciences ajoutent quelque chose de clé. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, et cet espace peut être si petit que vous ne le remarquez parfois pas, mais il est là. Cet espace est où se trouve votre liberté. La liberté de ne pas répondre immédiatement, la liberté de ne pas céder à la peur, la liberté de ne pas vous blesser avec vos propres décisions, la liberté de ne pas détruire quelque chose pour une colère de 5 secondes, la liberté de penser. Décider calmement implique d'apprendre à faire une pause. Faire une pause n'est pas arrêter la vie, c'est la diriger. C'est vous donner quelques secondes pour voir l'intention derrière votre réaction. Vous demandez, ce que je ressens est-il réel ou est-ce mon ego ? Cette décision me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de qui je veux être ? Est-ce que j'agis à partir de la blessure ou de la raison ? Le calme vous permet de répondre avec précision. L'impulsion vous fait tirer sans viser. Mais le calme n'apparaît pas seul, il se travaille. Il se cultive comme la concentration ou le silence intérieur. Il se renforce chaque fois que vous décidez de ne pas réagir. Chaque fois que vous choisissez de respirer avant de parler, chaque fois que vous ressentez l'impulsion de répondre rapidement et que vous choisissez d'attendre. Ces secondes sont plus importantes que vous ne l'imaginez. Ces secondes sont du pur contrôle de soi. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere. Personne n'aime l'admettre, mais la solitude pèse. On a l'impression d'un vide inconfortable, d'une pause où l'on cesse de se distraire et où l'on fait face, sans anesthésie, à ses propres limites. Et c'est justement là, dans cet espace brut et sans fioriture, que commence le véritable travail. Le monde te répète que être seul est un signe de faiblesse, mais cette narration ne sert qu'à te maintenir dépendant et fragile. La réalité est autre. La solitude est un entraînement brutal que peu de gens ont le courage d'affronter. Il ne s'agit pas de glorifier l'isolement, mais de reconnaître que si tu apprends à être avec toi-même, tu commences à gagner une force silencieuse qui ne se négocie ni ne se prête. Le stoïcisme le comprend bien, le caractère se forge dans la difficulté, pas dans le confort. Personne ne construit de la discipline entourée d'applaudissements, ni ne développe de la clarté mentale au milieu du bruit constant. Avancer seul, sans témoin, ni gratifications immédiates, est inconfortable et difficile. Mais c'est là que tu trouves le véritable poids de tes décisions, où chaque petite victoire compte. Ne cherche pas d'excuses, ni d'échappatoire facile. Celui qui apprend à être seul cesse d'être vulnérable. Au final, ce qui te rend fort, ce n'est pas que les autres croient en toi, mais que tu ne te trahisses pas quand personne ne regarde. La solitude, bien utilisée, n'est pas une punition, c'est le filtre qui sépare l'intention de l'engagement. Il ne te reste plus qu'à te demander, vas-tu continuer à fuir devant toi-même, ou vas-tu commencer à travailler avec ce que tu as ? 1. Utilise la solitude comme terrain de croissance. La vérité est celle-ci. Si tu ne supportes pas d'être seul avec toi-même, tu ne supporteras jamais rien qui vaille la peine dans la vie. La solitude n'est pas une condamnation qui te tombe du ciel, ni une injustice pour te sentir victime.
C'est l'examen que tu dois passer si tu veux vraiment construire une forteresse intérieure. Arrête de te mentir en croyant que tu as besoin de la validation des autres ou que la compagnie est indispensable pour avancer. C'est l'excuse confortable de ceux qui ne veulent pas faire face à leurs propres reflets sans filtre ni distraction. Ne te trompe pas. Tant que tu fuiras de toi-même, tu resteras lié à une version faible, dépendante et superficielle. La plupart préfèrent remplir le vide avec du bruit, des écrans, des conversations qui ne signifient rien. La peur du silence est la peur de découvrir tout ce que tu as caché sous des couches d'apparence. Mais le stoïque ne cherche pas le confort, il cherche la clarté. Et cette clarté n'apparaît que lorsque tu oses rester seul avec tes pensées, lorsque tu désarmes tes propres mécanismes d'évasion et que tu fais face à ce que tu es vraiment. N'attends pas que la vie s'adapte à ta faiblesse. La vie continuera d'exiger des résultats, de la discipline et de la stabilité. Et tu ne les développeras que lorsque tu utiliseras la solitude pour t'entraîner, pas pour te lamenter. La solitude est inconfortable car elle t'oblige à regarder en face la dette que tu as accumulée envers toi-même. Promesses brisées, habitudes médiocres, objectifs abandonnés. Il n'y a personne ici pour t'applaudir, ni pour te sauver, et c'est exactement ce dont tu as besoin. Si tu dépends toujours des autres pour avancer ou pour te sentir en sécurité, tu hypothèques ton autonomie. Le stoïcisme te le dit sans fioriture. Personne ne viendra te sauver, personne ne portera ton poids. La douleur d'être seul est le prix de ta liberté et de ta croissance. Soit tu le paies, soit tu restes bloqué dans la médiocrité plaintive. Ne confonds pas être seul avec être perdu. La différence réside dans ce que tu fais avec cet espace et ce temps. Si tu l'utilises pour entraîner ton attention, pour renforcer ton caractère, pour ordonner tes priorités et accomplir même si personne ne regarde, alors la solitude devient ton plus grand atout. C'est ici que se polissent ceux qui ne veulent pas vivre à genoux. C'est ici que tu te prouves que ta parole a de la valeur, même si toi seul l'entends. Les mots vides tombent d'eux-mêmes quand personne ne les célèbre. Le silence fait mal, mais il guérit aussi. Lorsque tu oses le supporter, tu te rends compte que la plupart de tes peurs sont des constructions mentales, des fantômes alimentés par l'habitude de chercher une échappatoire. La solitude bien exploitée coupe les racines de l'auto-tromperie. Elle t'oblige à te construire de l'intérieur sans soutien emprunté ni masques sociaux. La discipline que tu développes ici est celle qui ne se voit pas, mais qui soutient tout ce que tu réaliseras par la suite. Vas-tu continuer à fuir de toi-même ou vas-tu utiliser la solitude comme ton terrain d'entraînement? Il n'y a pas de raccourci. Le travail se fait dans l'ombre, sans témoin, sans récompense immédiate. Ce que tu fais en solitude est ce que tu es vraiment. Fais-y face. Les autres peuvent partir. Tu ne peux pas abandonner ta propre vie. Voici la vérité. Soit tu te forges dans la solitude, soit tu te brises dans la multitude. 2. Affronte ta douleur sans chercher à t'évader. Tu te réveilles avant que le réveil sonne. Tu ressens cette pression dans ta poitrine, ce malaise qui ne disparaît pas, même si tu changes de position. Tu ouvres ton téléphone sans envie, cherchant quelque chose qui te distraira, quelque chose qui éteindra ce malaise que tu portes en toi. Tu sautes d'une application à l'autre, lis des vieux messages, regardes des vidéos sans y prêter attention. Mais quand tu éteins l'écran, le poids est toujours là, tout aussi intense, tout aussi réel. Ce n'est pas une journée difficile, ni une série de malchances. Cette douleur silencieuse est le rappel de tout ce que tu n'as pas voulu regarder en face. Il y a une partie de toi qui cherche l'anesthésie, qui veut se perdre dans n'importe quoi pour ne pas sentir. Mais l'évasion ne fait que retarder le problème, elle ne le résout jamais. Le mécanisme est presque automatique. Quand ça fait mal, tu cherches une échappatoire. Manger même si tu n'as pas faim, remplir ton temps avec des tâches insignifiantes, parler avec des gens juste pour éviter de rester seul avec tes pensées. Le cerveau s'est entraîné à chercher un soulagement immédiat parce qu'il a peur de l'idée d'affronter l'inconfort. Mais chaque fois que tu fuis, tu renforces cette habitude de t'éviter, de te laisser pour plus tard. Tu te convaincs que rien ne se passe, que ça passera, que te distraire est suffisant pour aller mieux.
Mais au fond, tu sais que ce n'est pas vrai. La douleur que tu n'affrontes pas s'accumule. Elle devient un poids que tu portes partout et qui finit par façonner ton caractère, déformant ta perception de toi-même et de ce que tu peux supporter. Il y a une leçon que tu dois apprendre tôt ou tard. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Le problème n'a jamais été de la ressentir, mais ce que tu fais quand elle apparaît. Si tu cherches seulement à la cacher, tu entraînes ton esprit à la faiblesse. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres et faire semblant qu'il n'est pas là. Tu ne progresseras vraiment pas tant que tu ne l'ouvres pas et que tu ne vois pas ce que tu as à l'intérieur. Le stoïcisme le dit clairement. Ne contrôle pas ce qui ne dépend pas de toi, mais ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu fais face à tes émotions. Il ne s'agit pas de tout endurer comme si tu étais en acier, mais d'accepter que la douleur fait partie de ta vie et est la matière première avec laquelle tu vas te construire. La force n'est pas l'absence de souffrance, c'est ta capacité à la regarder sans te mentir, à la soutenir sans chercher d'excuses. Le premier pas est de cesser de chercher la sortie facile. Ne te distrais pas, ne te permets pas de t'évader. Assieds-toi avec toi-même et laisse-toi ressentir. Ne te brise pas à la première gêne, ni ne fuis quand le malaise monte. Ce n'est que lorsque tu permets à la douleur d'exister sans la déguiser que tu peux commencer à comprendre son origine, à découvrir quelles décisions t'ont amené ici et quelles parties de toi ont besoin d'une transformation. Les réponses que tu cherches n'apparaissent jamais au milieu de l'évasion. Elles se trouvent au centre de ce malaise que tu veux éviter. Affronte ta douleur sans chercher des raccourcis. Ne fuis pas l'inconfort. Ce que tu résistes te domine. Ce que tu acceptes te libère. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la douleur. Tu es faible si tu permets à la peur de la douleur de décider pour toi. Ne te cache pas derrière des excuses. La croissance personnelle commence lorsque tu cesses de négocier avec ton inconfort et décides de l'affronter avec une honnêteté radicale. Tu ne dois rien au confort. Tu te dois le courage de regarder en face ce qui te fait mal et de le traverser. La discipline émotionnelle se construit dans ces moments où tu pourrais fuir, mais tu choisis de rester. Et c'est la différence entre survivre et évoluer. La douleur est inévitable, l'évasion est optionnelle. 3. Construis une discipline avec des actions quotidiennes. Il n'est pas facile de l'admettre, mais il y a des jours où je réalise que mon plus grand obstacle n'est pas l'environnement, ni le manque d'opportunités, ni même les souvenirs douloureux. C'est moi-même. C'est inconfortable de voir comment, même en sachant ce que je devrais faire, je m'invente de petites excuses pour sauter l'essentiel. J'ai ressenti dans ma chair ce piège silencieux dans lequel on tombe quand on se promet « demain je commence ». Aujourd'hui je le mérite. Cette fois cela n'a pas d'importance. Et un après l'autre, ces petites permissions finissent par peser tellement qu'elles déforment l'image que tu as de toi-même. Parce que la discipline ne se perd pas d'un coup, elle se défait chaque fois que tu choisis le soulagement immédiat plutôt que l'engagement envers toi-même. Ce qui est difficile, ce n'est pas de comprendre ce que tu dois faire pour changer, mais de le maintenir chaque jour, même si personne ne le remarque, même si le résultat tarde à apparaître, même si la motivation ne se manifeste pas. C'est ici que la solitude joue son rôle le plus inconfortable et le plus précieux. Elle te confronte face à face avec la réalité de tes actions, sans témoin, sans applaudissements, sans personne pour te surveiller. La personne que tu es quand personne ne te regarde est la seule qui compte. Maintenant, si tu l'analyses avec froideur, toute transformation réelle commence dans le domaine du quotidien. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, ni d'attendre qu'un grand moment arrive pour commencer. La discipline n'est pas une question de volonté inébranlable, mais de construction progressive. Il s'agit de prendre le contrôle de petites décisions récurrentes et de les exécuter sans négocier avec ton inconfort. Toute promesse que tu te fais et que tu ne tiens pas va directement dans un compte interne qui finit toujours par te coûter des intérêts. Doute, insécurité, autocritique destructive. L'esprit enregistre tout.
Chaque fois que tu remets une action à plus tard, tu renforces un circuit mental d'évasion. Chaque fois que tu tiens ta promesse, même si c'est quelque chose de minime, tu construis une base sur laquelle tu peux élever n'importe quoi. La clé est de réduire la marge de négociation. Ne te demande pas chaque jour si tu en as envie, mais agis parce que c'est ce que tu as décidé. Le stoïcisme le présente comme un entraînement, non comme une épreuve d'héroïsme. Répète l'acte juste jusqu'à ce que ton caractère s'y adapte. Tu n'as pas besoin de grands gestes, tu as besoin d'une répétition constante qui te sorte du pilote automatique. L'erreur commune est de penser que la discipline est une vertu réservée à ceux qui sont nés forts ou à ceux qui ont déjà surmonté leurs faiblesses. Mais la réalité est plus crue. La discipline se forge à force de friction, en supportant l'usure quotidienne de faire ce que tu as dit, que tu ferais même quand tout en toi demande le contraire. Personne ne va te donner la permission de changer, personne ne va soutenir tes habitudes à ta place. Attendre de te sentir prêt est une autre façon de reporter ta propre transformation. La seule façon d'être fiable pour toi-même est de respecter tes décisions, même si elles semblent insignifiantes. Ces actions quotidiennes, étrangères au spectacle et à la reconnaissance, sont le matériau dont se fabrique la véritable autodiscipline. Si tu t'habitues à te respecter même quand personne ne te surveille, tu deviens maître de ta vie. Si tu te permets de te faillir encore et encore, tu deviens ton propre saboteur. Ne confonds pas discipline avec rigidité, ni avec auto-exigence vide. La discipline, c'est se rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé et agir en conséquence, même quand il n'y a pas de récompense immédiate. C'est la décision consciente de ne pas te donner d'excuses, de ne pas laisser le confort avoir le dernier mot. Chaque action quotidienne est un investissement dans ton autonomie. Tu es le résultat de ce que tu répètes, pas de ce que tu rêves. Tes intentions grandioses ne te définissent pas, mais tes actions silencieuses. Si tu veux avoir confiance en toi, respecte tes engagements même si personne ne le remarque. Le respect de soi se construit en secret. Ce que tu fais quand personne ne te voit est ce que tu es vraiment. 4. Trouver la clarté dans le silence. Un verre d'eau cristalline sur une table. Au début, il semble propre, transparent, inaltéré. Mais il suffit de le laisser au silence, loin des secousses et du mouvement, pour que tout ce qui était suspendu commence à tomber au fond. La poussière, les particules, les petites impuretés qui auparavant passaient inaperçues se déposent peu à peu et la surface devient si claire que vous pouvez voir à travers sans effort. C'est ainsi que fonctionne votre esprit lorsque vous osez vous arrêter, lorsque vous fermez la porte aux distractions et restez immobile, mal à l'aise, seul avec vous-même. Le silence n'est pas un vide. C'est le laboratoire dans lequel se décantent vos pensées, où les émotions brutes cessent de se débattre pour révéler ce qu'il y a vraiment sous tout ce bruit que vous avez l'habitude de porter. Dans cet état de pause forcée, lorsque les stimuli cessent de vous bombarder, vous commencez à remarquer des détails que vous ignoriez auparavant. La tension dans la mâchoire, la façon dont vos doigts se crispent par habitude, le léger tremblement dans la jambe qui ne restait jamais immobile. Chacun de ces gestes est un signe, des messages que le corps envoie pour que vous y prêtiez attention et que vous ne pouvez lire que lorsque vous vous permettez d'être en silence, sans l'anesthésie de l'immédiat. Le silence dérange parce qu'il ne tolère pas le mensonge. Il vous confronte à l'enchevêtrement de pensées que vous avez accumulées, aux décisions que vous avez préféré ne pas analyser, aux émotions que vous avez rangées dans un tiroir en espérant qu'une distraction les efface. Ici, rien ne se cache. S'il y a de l'anxiété, vous la sentez dans la poitrine. S'il y a de la colère, vous la ressentez dans les épaules. S'il y a de la tristesse, vous la trouvez dans le poids du dos. Le silence vous montre le solde réel de votre vie intérieure. Profiter de ce silence n'est pas une question mystique ni une pose de supériorité. C'est un exercice de nettoyage mental et émotionnel, aussi basique que de se laver les mains avant de manger. Au lieu de fuir ce qui apparaît, observez. Respirez lentement.
Reconnaissez chaque pensée sans la juger ni vous battre avec elle. Laissez-la se déposer. Plus vous résistez à l'impulsion d'allumer un écran, de chercher l'approbation des autres ou de sauter à la prochaine tâche inutile, plus le panorama devient clair. La véritable clarté n'arrive pas lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais lorsque vous vous habituez à vous asseoir au milieu de votre propre désordre et à laisser l'esprit se calmer de lui-même. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Le quotidien regorge d'opportunités pour cet exercice. Éteignez le téléphone pendant le repas et remarquez comment vous mastiquez. Sortez vous promener sans musique et observez comment votre esprit réagit à la première minute de silence. Si vous vous irritez, si vous vous ennuyez, si des souvenirs ou des préoccupations commencent à apparaître, ne fuyez pas. C'est là le matériau avec lequel vous pouvez travailler. Personne ne se renforce en bouchant des trous avec des excuses. Seul s'améliore celui qui ose regarder ce que les autres préfèrent ignorer. Le silence est le filtre qui sépare l'urgent de l'important. Vos véritables priorités, vos véritables désirs, vos blessures et vos capacités se révèlent lorsque vous n'avez plus où courir. Il y a une phrase que vous devez retenir. Ce que vous n'affrontez pas dans le silence finit par vous crier dans le chaos. Si vous ne vous donnez pas le temps d'éclaircir votre esprit seul, vous finirez par vivre selon le désordre des autres, réagissant au lieu de décider. La clarté est inconfortable parce qu'elle exige de l'honnêteté, mais elle est aussi libératrice. Personne ne peut vous manipuler si vous savez en quoi vous croyez et ce que vous voulez. La solitude, lorsque vous l'utilisez ainsi, se transforme en un avantage stratégique. Ne vous contentez pas d'une vie floue. Faites du silence votre outil. La clarté est la base de toutes vos décisions. 5. Prends la responsabilité de ta propre avancée. Personne ne viendra te relever. Personne ne te poussera quand tu es bloqué. Si tu continues à attendre que le monde te donne la permission d'avancer, prépare-toi à rester assis toute ta vie. Prendre la responsabilité de ta propre avancée n'est pas une option. C'est la seule issue si tu veux cesser de traîner l'insatisfaction, de toujours te sentir moins que ce que tu pourrais être. Le confort t'a menti suffisamment. Personne ne te doit rien, ni explication, ni motivation, ni opportunité servie sur un plateau. Tant que tu continues à attendre le moment parfait ou le conseil salvateur, la seule chose qui grandit est la distance entre ce que tu veux et ce que tu es réellement. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur, arrête de déguiser ta paralysie avec des excuses intellectuelles. L'auto-illusion ne te protège pas, elle prolonge seulement ton stagnation. Beaucoup préfèrent blâmer l'enfance, les circonstances, le mauvais temps ou le manque de ressources. Il est plus facile de rejeter la responsabilité sur n'importe quoi d'autre que sur tes propres épaules. Mais la vérité est brutale. Si tu ne prends pas le contrôle de ton avancée, tu restes à vivre en pilote automatique, répétant des cycles qui te méprisent et t'épuisent. Il n'y a pas de véritable croissance tant que tu laisses le pouvoir à l'extérieur. C'est ta tâche, et seulement la tienne, de prendre en charge ton progrès, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si tu n'as personne pour t'applaudir. Tu n'es pas spécial à cause de tes blessures, ni de tes obstacles. Tu es spécial si tu as le courage d'arrêter de les utiliser comme justification pour rester au même endroit. Prends en charge chaque décision, chaque jour gaspillé, chaque fois que tu as choisi la distraction plutôt que l'effort inconfortable. C'est simple, ton avancée personnelle ne dépend de la validation de personne, ni de la chance, ni de l'inspiration. Elle dépend de ta capacité à cesser de négocier avec ta paresse, à cesser d'attendre que l'envie arrive magiquement. Si tu veux avancer, agis même si tu sens que tu n'as pas de force. La discipline est un muscle qui s'entraîne avec friction, pas avec des désirs. Si tu t'habitues à attendre le moment adéquat, tu finis par perdre des années dans des promesses vides. La vie ne s'arrête pas pour t'attendre, il n'y a pas de pause pour ceux qui doutent. Soit tu bouges, soit tu restes en arrière. Chaque fois que tu remets à plus tard l'essentiel, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Chaque excuse est une brique dans le mur qui te sépare de la vie que tu peux construire. Personne ne va porter ce poids pour toi. Le stoïcisme est clair.
Prends ce que tu peux contrôler et transforme-le en action. Si tu échoues, apprends. Si tu réussis à avancer, ne t'endors pas sur tes lauriers. Le progrès est inconfortable car il te demande de renoncer à tes propres pièges mentaux. Il n'y a pas de raccourcis honnêtes. Ce que tu ne prends pas en charge finit par te prendre en charge. Cela te rend victime, dépendant, invisible, même pour toi-même. Ne confonds pas l'autocompassion avec le courage de te transformer. Tu peux reconnaître tes limites sans les traîner comme excuse. Personne n'exige la perfection, mais on exige de la responsabilité. Si tu tombes, relève-toi. Si tu échoues, ajuste le cap. Ne te donne pas la permission de te rater encore et encore. Le respect de soi naît lorsque tu deviens implacable avec tes propres justifications. Arrête de demander la permission d'avancer. Fais-le. Personne ne va construire le caractère que tu te refuses. Il n'y a pas d'avancée sans responsabilité radicale. Tu es ta propre limite ou ta propre possibilité. Choisis de quel côté tu veux être. 6. Renforce ton autonomie émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un piège qui te vole ta force sans que tu t'en rendes compte. Si tu as besoin que les autres confirment chaque sentiment, chaque accomplissement ou chaque décision, tu remets ta stabilité entre les mains d'autrui. Tu ne peux rien construire ni maintenir de solide tant que ton humeur dépend d'un message qui arrive ou d'un regard qui approuve. L'autonomie émotionnelle n'est pas une pause, c'est une nécessité si tu veux cesser d'être un otage des circonstances. Le premier pas est de reconnaître combien de fois tu as cédé ton pouvoir, en demandant de la validation, en attendant de la reconnaissance, en ajustant ton comportement pour ne pas déranger, en cachant ce que tu ressens par peur de perdre de l'affection. Chacune de ces concessions épuise ton identité, dilue ta volonté jusqu'à la rendre méconnaissable. La solitude, bien qu'elle fasse mal, te montre avec une brutalité claire quels sont tes véritables fondements. Si tout ce que tu es vacille lorsque tu manques de compagnie, c'est un signe que tu n'as jamais construit quoi que ce soit de propre. Personne ne t'apprend enfant à réguler tes émotions. Tu apprends en copiant des réactions, en cherchant refuge dans les mots des autres, en évitant le conflit interne. Mais il arrive un moment où continuer à repousser ta maturité émotionnelle ne te laisse que plus exposé. C'est inconfortable de l'admettre, mais ce que tu crains le plus n'est pas le rejet, mais la responsabilité de te soutenir toi-même lorsque personne d'autre ne le fait. La dépendance est confortable, car tu peux toujours blâmer l'autre pour ton malaise. L'autonomie, en revanche, exige que tu répondes de chaque émotion que tu laisses te gouverner. Combien de fois as-tu réagi impulsivement, cherché l'approbation, ressenti un vide si tu ne reçois pas d'attention? Ce cycle ne prend fin que lorsque tu décides que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Le véritable respect de soi se construit lorsque tu choisis de ressentir ce qui surgit sans le déguiser, mais aussi sans t'y abandonner. Briser ce schéma exige un travail quotidien et silencieux. Il ne s'agit pas de devenir insensible ni de faire semblant que rien ne t'affecte, mais d'entraîner ton esprit à traiter les émotions avant qu'elles ne décident de ta conduite. Lorsque quelque chose te fait mal, avant de chercher du réconfort à l'extérieur, observe ce qui s'active à l'intérieur, la mémoire de vieilles carences, la peur d'être invisible, l'habitude de mendier de l'affection. Chaque réaction automatique est un indice sur le point exact où tu remets ton pouvoir. L'autonomie émotionnelle, c'est apprendre à te contenir, à soutenir ton malaise, sans le transformer en punition, ni en spectacle. C'est agir même lorsque le moral n'est pas au rendez-vous. C'est se taire quand la colère veut parler à ta place. C'est te donner la permission de ressentir sans te laisser entraîner. Personne ne régulera ton monde intérieur à ta place. Si tu n'apprends pas à le faire, tu seras toujours à la merci des fluctuations des autres. La discipline émotionnelle se forge dans ces moments où il n'y a pas de témoin, lorsque tu pourrais exploser ou abandonner, mais que tu choisis de traiter et d'avancer. Ce n'est pas de la négation, ni de la répression, c'est une gestion consciente.
Le stoïcisme le présente sans fioriture. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ressentent, mais tu peux décider de la réaction que tu permets. Chaque fois que tu choisis ta stabilité plutôt que la réaction, tu ajoutes une brique à ta force intérieure. Ta tranquillité ne peut pas dépendre de facteurs externes. Si tu laisses ta paix entre les mains des autres, tu vivras toujours dans une dette émotionnelle. Tu n'es pas esclave de tes réactions, tu es l'architecte de ton équilibre. L'autonomie émotionnelle, c'est ne pas négocier ta valeur. C'est pouvoir rester en silence, sans compagnie, et continuer à tenir debout. Personne ne peut te prendre ce que tu apprends à soutenir toi-même. La véritable liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission de te sentir bien. La dépendance épuise, l'autonomie libère. Décide une fois pour toutes qui contrôle ton monde intérieur. 7. Tiens de petites promesses envers toi-même. Tu te lèves et tu croises ce mot collé sur la porte du réfrigérateur. Boire de l'eau avant le café. Tu le vois, tu le lis et tu l'ignores sans y penser à 2 fois. Plus tard, tu te souviens que tu t'étais promis de ne pas vérifier les réseaux sociaux avant de terminer une tâche, mais tu cèdes à l'impulsion sous prétexte de juste regarder un message. À la fin de la journée, tu réalises que cette routine d'étirement, ce livre que tu devais lire, ce message que tu t'étais juré d'envoyer, restent en attente. Ce n'était pas un manque de temps ou de connaissances, c'était cette habitude de te mettre de côté, de remettre à plus tard ce qui semble insignifiant. Mais ce que tu ne comprends pas à ce moment-là, c'est que ces petites promesses que tu ne tiens pas sont les briques manquantes dans les fondations de ta confiance. Quand tu échoues dans le minimum, ton esprit l'enregistre. Chaque micro-trahison affaiblit ta parole intérieure, même si personne d'autre ne le sait. L'accumulation de petits renoncements devient une fracture invisible dans le caractère. Ce n'est pas une question d'un seul jour, mais du schéma que tu répètes jusqu'à ce que ta parole cesse de signifier quelque chose, même pour toi. La raison est simple. L'esprit ne fait pas de distinction entre le grand et le petit lorsqu'il s'agit de former des habitudes. Si tu permets à une décision mineure de se diluer dans des excuses, tu entraînes ta capacité à te trahir. À long terme, cette accumulation pèse plus que n'importe quelle promesse grandiose que tu fais sous l'euphorie ou le désespoir. Les mécanismes mentaux d'auto-justification se renforcent avec chaque permission que tu te donnes. Tu commences à voir la procrastination comme une partie normale de ta façon d'être et l'exigence de te respecter s'affaiblit jusqu'à disparaître. Le résultat est un cycle d'auto-sabotage. Plus tu procrastines, moins tu te respectes, et moins tu te respectes, plus il est facile de céder à la prochaine concession. La fracture n'est pas visible, mais elle se ressent dans l'insécurité, l'apathie, l'incapacité à tenir un engagement lorsque la motivation n'est pas de ton côté. La clé est de comprendre que chaque micro-engagement est un investissement émotionnel. Tenir ce que tu te promets, aussi insignifiant que cela puisse paraître, est un entraînement quotidien de ton intégrité personnelle. Ce n'est pas seulement une question de discipline, mais d'identité. Fais le minimum, mais fais-le toujours. C'est la base. Si tu décides de commencer la journée avec un verre d'eau, bois le même si tu n'en as pas envie. Si tu envisages de lire une page avant de dormir, ne te fais pas d'excuses. La valeur de ta parole se mesure à ce que tu fais quand personne ne te surveille et quand la récompense est invisible. Chaque petite promesse tenue renforce le muscle de ton autodiscipline. Tu n'as pas besoin de grands gestes héroïques, tu as besoin de constance dans le minimum. Cette constance est ce qui répare les fractures du caractère et te permet de te faire confiance quand tout le reste échoue. Regarder ce processus d'un point de vue analytique aide à déconstruire le mythe de la volonté indestructible. Il ne s'agit pas d'attendre de te sentir inspiré, mais de réduire au minimum la négociation interne. Si la décision est prise, exécute-la sans ouvrir la porte aux arguments du confort. Chaque fois que tu tiens ta promesse, tu augmentes ton crédit interne. Chaque fois que tu échoues, tu paies des intérêts sous forme d'insécurité.
La véritable transformation se joue dans ces détails silencieux que personne ne voit, mais que tu ne peux pas cacher. La confiance se construit dans l'intimité de tes petites actions. Tu es aussi fort que la dernière promesse que tu as tenue. Ne négocie pas ta parole. Tiens tes promesses, même si c'est seulement toi qui le remarques. 8. Transformer l'isolement en confiance en soi. Je n'avais jamais eu autant de mal à affronter le silence de mon propre espace que cet après-midi où, assis au bord du lit, j'entendais le tic-tac de l'horloge se mêler à chaque respiration tendue. Il n'y avait pas de nouveaux messages, personne n'appelait, le téléphone était immobile sur la table et la lumière entrait tiède par la fenêtre, révélant la poussière en suspension dans l'air. L'isolement n'était pas une circonstance imposée, c'était le résultat de mes propres décisions, d'avoir lâché certaines relations qui n'apportaient plus rien et d'avoir laissé d'autres se dissoudre dans la distance. Ce qui était inconfortable, ce n'était pas le calme extérieur, mais la pression intérieure, le poids de savoir que rien ni personne ne viendrait me sauver, ni remplir les vides que j'avais moi-même créés. À ce moment-là, plus que la peur, j'ai ressenti un mélange de honte et de défi. C'était mon propre jugement qui me dérangeait, pas l'absence de compagnie. La scène pourrait sembler simple, mais chaque détail était une invitation à me rendre ou à me reconstruire. Les mains agitées, cherchant quelque chose à faire, l'envie de vérifier le téléphone même si je savais déjà qu'il n'y aurait rien. La tentation d'allumer la télévision juste pour entendre des voix étrangères. Tout était une chorégraphie automatique pour ne pas affronter l'isolement, comme si l'inconfort pouvait se dissoudre avec des stimuli externes. Mais le stoïcisme n'offre pas de réconfort facile. Il exige de regarder en face ce vide et de se demander ce que vous allez y construire. La confiance en soi ne naît pas de la compagnie, elle naît du travail silencieux que vous faites quand personne ne vous observe. Il n'y a pas de raccourci. L'isolement ne se surmonte pas, il se transforme. Soit vous l'utilisez comme excuse pour vous affaiblir, soit comme une salle de gym pour renforcer chaque partie de vous qui dépendait auparavant de la validation des autres. Transformer l'isolement en confiance en soi exige un certain rigorisme inconfortable. Maintenir des routines, même si le moral est bas. Respecter des horaires, même si la paresse tire sur le corps. Tenir parole, même si la seule voix qu'il entende est la vôtre. Vous vous rendez compte que la véritable discipline ne se sent pas héroïque. Elle se sent monotone, presque insignifiante. Mais dans cette monotonie se forge la confiance de savoir que vous pouvez compter sur vous-même lorsque tout le reste échoue. Vous commencez à remarquer comment, en maintenant de petits engagements quotidiens, vous levez à l'heure, mangez de manière consciente, rangez votre espace, respectez votre entraînement physique, même si vous n'avez pas d'énergie. La sensation d'isolement perd de son tranchant et devient un terrain fertile. Le corps répond. L'esprit s'éclaircit et l'identité se solidifie dans ce fil d'action que vous seul supervisez. Ce que vous faites dans la solitude devient l'enregistrement le plus honnête de votre caractère. Il y a des moments où l'isolement vous confronte à vos propres doutes les plus durs, la voix intérieure qui répète que vous n'êtes pas assez, que chaque effort est inutile, que la solitude est une condamnation. Mais c'est là que se muscle la confiance en soi, en résistant à la tentation de chercher l'approbation à l'extérieur et en choisissant de vous répondre par des actes. Chaque fois que vous parvenez à atteindre un objectif sans témoin, vous désactivez un peu la peur de ne pas appartenir. Chaque décision tenue est une brique dans la forteresse intérieure. La confiance en soi, c'est savoir que, même si personne ne regarde, vous ne négociez pas votre parole. Faites ce que vous avez dit, même si vous êtes le seul à le savoir. C'est la racine de l'autonomie. L'isolement ne disparaît pas, il se transforme en pouvoir si vous en tirez parti. Il n'y a pas de moyen de sauter ce processus ni de déléguer la construction de votre confiance. Si vous utilisez la solitude pour vous entraîner, pour vous ordonner, pour polir ce que personne d'autre ne peut voir, la confiance en soi cesse d'être un discours vide et devient une réalité palpable. Personne ne peut vous enlever ce que vous construisez dans le silence. La solitude n'est pas une punition, c'est le berceau de votre force.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Ne te trompe pas. La plupart de ce qui te prive de paix n'est pas à l'extérieur, mais dans ta tête. Ce n'est pas le patron, ce n'est pas le trafic, ce n'est même pas cette erreur qui ne cesse de te poursuivre. Le véritable piège est la manière dont tu interprètes et permets à chaque détail extérieur de te tirer, comme si tu étais un simple spectateur de ta propre vie. Tu as vécu des années en croyant que contrôler l'extérieur est la clé, mais je te le dis clairement, le seul contrôle réel commence et se termine dans ton esprit. Si tu dépends de la météo, de l'humeur des autres, de tes caprices émotionnels, tu te condamnes à être prisonnier de circonstances que tu ne maîtriseras jamais. Le stoïcisme n'est pas une mode ni une échappatoire, c'est un entraînement mental pour cesser d'être l'otage de ce que tu ne peux pas changer et commencer à gouverner ce qui t'appartient vraiment, ton caractère. Cela fait mal de l'admettre, mais une grande partie de notre souffrance est auto-imposée, un coût psychologique que nous payons chaque fois que nous choisissons de réagir comme des automates et non comme des êtres conscients. La liberté intérieure exige de renoncer au confort des excuses et d'accepter que l'essentiel ne se négocie pas et ne se remet pas à plus tard. Le caractère est ton refuge le plus sûr, le reste est emprunté. Aujourd'hui, je vais te montrer 10 leçons dures, pratiques et directes pour cesser d'être victime de tes impulsions et commencer à forger un esprit fort, serein et véritablement libre. N'attends pas de formules magiques, attends des vérités inconfortables. Voici le début de l'entraînement. 1. Maîtrise ton esprit avant le monde. La réalité est inconfortable. Ton plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peu importe combien tu t'efforces de changer ce qui se passe dehors, tant que ton esprit est un chaos, ta vie sera le reflet de ce désordre. Cessons de chercher des excuses et de blâmer les autres ou la chance pour ce qui nous arrive. Si ton humeur dépend de l'humeur des autres, des nouvelles du jour, du trafic ou de la météo, alors tu es esclave de tout, sauf de ta volonté. Jusqu'à quand vas-tu continuer à justifier tes réactions, ton anxiété ou ton manque de contrôle ? L'autotromperie est addictive et la plupart préfèrent le confort de ne pas regarder à l'intérieur plutôt que de faire face à la vérité de leur propre faiblesse mentale. Personne ne va te sauver de tes propres pensées, ni le temps, ni les circonstances, ni la promesse d'un changement externe. Si tu n'es pas capable de gouverner ce qui se passe dans ta tête, tu seras toujours un otage de ce qui se passe dehors. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie, ni des phrases de calendrier. C'est un entraînement brutal. C'est le travail constant d'identifier les filtres déformés par lesquels tu interprètes le monde et de les remplacer par un jugement clair et volontaire. Maîtriser l'esprit est l'opposé de se laisser emporter par des impulsions, des plaintes ou des caprices émotionnels. C'est avoir la discipline de choisir la réponse, pas la réaction. Sois honnête. Combien de fois as-tu permis qu'une émotion passagère te vole la paix pendant des heures, voire des jours ? Chaque fois que tu cèdes le contrôle de ton humeur à quelque chose d'extérieur, tu paies un prix et cette facture s'accumule. La dette émotionnelle que tu portes pour ne pas mettre de l'ordre dans tes pensées est la cause de ton insatisfaction. Personne ne te doit la sérénité. Personne ne va t'offrir de la force. Toi seul peux décider de ne plus être une victime de tes propres mécanismes automatiques. L'esprit s'entraîne ou se fane. C'est aussi simple que cela. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement. Il faut le pratiquer chaque jour, dans chaque interaction, face à chaque obstacle. La clarté mentale ne tombe pas du ciel. Elle se construit avec des décisions difficiles et des renoncements conscients. L'autocontrôle est la base de la véritable liberté. Si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tout le reste est accessoire. Prends la responsabilité de ton propre caractère. Cesse de mendier de la validation ou d'attendre que le monde s'adapte à tes désirs. Le véritable pouvoir commence lorsque tu choisis de ne pas réagir à tout ce qui te secoue. Maîtrise ton esprit avant le monde, car celui qui ne se commande pas lui-même ne commande rien.
Voici la vérité. Ta vie dépend de ta discipline mentale, pas de la chance. 2. Sépare les faits des interprétations émotionnelles. Quelqu'un ne répond pas à un message. Tu ressens cet inconfort immédiat, l'impulsion automatique de combler le silence avec des interprétations. Il est sûrement fâché. Je ne l'intéresse plus. J'ai mal agi. Ce qui se passe dans la réalité est simple. Un message sans réponse. Mais l'esprit, entraîné à dramatiser, fabrique des histoires complètes à partir d'un minimum de données. C'est ici que se révèle le piège, notre tendance à confondre les faits avec des jugements émotionnels. Si tu ne t'entraînes pas à faire cette distinction, tu finiras par vivre dans un film que tu écris toi-même, mais qui coïncide rarement avec ce qu'il est vraiment. Le mécanisme est subtil et presque invisible. Un geste, un mot, une pause, n'importe quoi suffit pour que le vieux schéma s'active et que tu commences à interpréter tout à travers des filtres contaminés par l'insécurité, les attentes ou les blessures non résolues. Le résultat est prévisible. Anxiété, ressentiment, colère. Tu vis en réagissant non à ce qui se passe, mais à ce que tu crois que cela signifie. Si tu veux vraiment de la clarté et de la sérénité, tu dois disséquer chaque situation. Qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qu'une interprétation? Le fait est qu'ils n'ont pas répondu à ton message. Tout le reste est une construction de ta part. Le fait est qu'il pleut. Ce que tu interprètes sur la pluie, ce que tu y projettes. Aujourd'hui va être une mauvaise journée. Tout se complique. N'est pas la réalité. C'est un commentaire mental. Le stoïcisme enseigne à interrompre ce réflexe, à mettre en pause la machinerie d'interprétation automatique. Écrire la différence entre ce qui se passe et ce que tu penses de ce qui se passe est un exercice brutalement honnête. Tu découvres à quel point ta souffrance est optionnelle, à quel point tu es devenu accro aux récits émotionnels qui te dépouillent de ton pouvoir. Le défi consiste à ne pas te laisser kidnapper par la première émotion qui apparaît, à ne pas considérer comme vérité absolue l'histoire que ton esprit fabrique en quelques secondes. Séparer les faits des interprétations n'est pas se refuser à ressentir, c'est se refuser à être manipulé par tes propres distorsions internes. L'esprit indiscipliné transforme chaque contretemps en une catastrophe personnelle, mais ce n'est qu'une habitude apprise. Tu peux commencer à la briser chaque fois que tu pratiques cette séparation. Il suffit de te demander « Que se passe-t-il réellement ? Quelle partie de tout cela est juste ma réaction ?» Ici, il ne s'agit pas de résignation ni de froideur, mais d'honnêteté radicale. L'autoliberté commence lorsque tu oses voir ce qui est, pas ce que tu imagines ou crains. La douleur inutile est toujours une interprétation. L'esprit est ton terrain d'entraînement, pas ton bourreau. Ce que tu ne distingues pas te gouverne. Là où il y a interprétation consciente, il y a pouvoir. 3. Choisis de répondre, ne réagis pas. Je ne vais pas le déguiser. Parfois, je ressens l'avalanche de la réaction avant même de pouvoir l'arrêter. Un mot mal placé, un regard que j'interprète comme du mépris, un petit contretemps, et la machinerie interne s'active déjà. Le corps répond, l'esprit justifie, le vieux schéma d'impulsion demande de l'espace. Il n'y a rien d'héroïque ni d'épique dans ce premier mouvement automatique. C'est l'inertie d'années de conditionnement. Si l'on observe avec honnêteté, on remarque que dans chaque réaction, il y a un abandon immédiat de la souveraineté personnelle. C'est comme si, pendant un instant, tu cédais la clé de ton caractère à ce qui se passe à l'extérieur. La réaction est toujours le chemin le plus court, le plus confortable et le plus coûteux. Chaque fois que tu te laisses emporter, tu ne décides pas, tu ne fais que répéter. Tu suis simplement le chemin qui exige le moins et facture le plus. La réaction est bon marché, mais elle te coûte cher. Le problème est structurel. Nous confondons vitesse avec efficacité, spontanéité avec authenticité, intensité avec courage. Mais derrière chaque réaction automatique, il y a une chaîne de causes. La peur de perdre le contrôle, le besoin d'avoir raison, l'habitude de défendre l'ego comme si c'était la dernière frontière de la dignité. Ce sont des mécanismes qui se nourrissent de la paresse mentale et du désir d'éviter l'effort de penser avant d'agir. Si tu ne les identifies pas, ils te gouvernent.
Si tu ne les entraînes pas, ils te fragilisent. La différence entre réagir et répondre est la différence entre être un reflet conditionné ou un individu conscient. Réagir, c'est être esclave de l'extérieur. Répondre, c'est exercer sa propre maîtrise. Voici le point critique. Il y a un espace minimum, parfois à peine perceptible, entre le stimulus et l'action. Cet espace est la seule propriété privée que tu as, le terrain où se joue ta véritable liberté. C'est là que naît la décision qui sépare ce que tu es de ce que tu ne fais que répéter. Répondre ne signifie pas réprimer ni nier ce que tu ressens. Cela signifie examiner avant d'agir, mettre sur pause le pilote automatique et te demander, même en silence, est-ce que ce que je suis sur le point de faire me représente ou ne fait que répéter le même scénario de toujours? La réponse consciente exige un investissement. Attention, remise en question, discipline émotionnelle. C'est pourquoi si peu de gens la pratiquent. Parce que choisir de répondre implique de payer le prix du délai, de supporter l'inconfort de l'autocontrôle et d'accepter la responsabilité des conséquences de ce que tu décides. Sans cet exercice, ta vie entière est hypothéquée à des impulsions extérieures et à des habitudes héritées que tu n'as jamais remises en question. La force ne réside pas dans la réaction immédiate, mais dans la capacité de choisir la réponse qui te construit, pas celle qui te détruit. Répondre est un privilège acquis, pas un accident. La réaction te vole du pouvoir, la réponse te le rend. Si tu veux vraiment la liberté, commence par conquérir cet espace entre le stimulus et ta décision. L'autocontrôle est le seul luxe qui ne dépend de personne. Il n'y a pas de raccourci. Tout ce que tu ne maîtrises pas te maîtrise. 4. Fais du caractère ta possession principale. Pense au caractère comme une pièce sculptée dans la pierre, non comme un masque flexible que tu changes selon l'occasion, mais comme une structure qui résiste au poids de la vie. Chaque jour, le monde te lance des fragments, des opinions extérieures, des provocations, des compliments, des opportunités faciles de trahir ce que tu dis être. Tu peux voir ces moments comme des coups de ciseaux ou comme des tentations qui érodent la forme de ton caractère. Les gestes les plus petits, ceux que personne ne voit, comment tu traites celui qui ne peut pas te rendre la faveur, la fermeté de ta parole quand il serait simple de te rétracter, la manière dont tu soutiens la vérité, même si cela te met mal à l'aise. Ce n'est pas ce que tu as, ni ce que tu montres, ni ce que tu parais. C'est ce qui résiste quand tout ce qui est accessoire s'effondre. Le caractère est le seul bien que tu ne peux pas perdre par accident. Tu ne l'abandonnes que par négligence ou lâcheté. C'est ainsi que se mesure ta valeur, non par les applaudissements, mais par ce que tu fais quand personne n'applaudit. Il y a une différence brutale entre accumuler des possessions et construire un caractère. La première est légère, facile à arracher ou à perdre. La seconde est la seule chose qui reste à toi quand tout le reste change. Celui qui base sa sécurité sur l'extérieur vit sur une corde raide. Chaque fois que le monde bouge, il ressent le vertige de l'insécurité. En revanche, celui qui fait du caractère sa plus grande possession peut marcher fermement même lorsque le sol tremble. L'intégrité ne dépend pas de la commodité du moment. C'est le résultat de centaines de décisions inconfortables que tu prends en privé. La vie quotidienne est pleine de ces micro-décisions. Choisir l'honnêteté quand mentir te coûterait rien. Garder son calme pendant que tout le monde perd la tête. Renoncer à la plainte facile et opter pour l'action. Chacune laisse une marque, ajoute ou retire à ce que tu es à l'intérieur. Il n'y a pas de plus grande pauvreté que celle de celui qui a tout, sauf lui-même. Le matériel est un prêt, le caractère est une propriété. Tu peux perdre la santé, le travail, la réputation, mais tant que tu restes fidèle à tes principes, tu es toujours maître de toi. Le caractère est le seul refuge qui ne s'enflamme pas au premier contretemps. La discipline de le construire exige de surveiller tes pensées, de filtrer tes motivations, de polir tes réactions. Cela implique d'accepter le coup de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même.
Il y a des moments où la vie te coince et t'offre des raccourcis. Abandonner, mentir, s'adapter à ce qui te dégrade. Si tu cèdes, peut-être que personne ne le remarquera, mais toi, tu le sais. La pire perte est celle de la confiance en soi. Répète cela jusqu'à l'enregistrer. Rien d'extérieur ne peut te retirer ce que tu construis à l'intérieur. Le caractère est une richesse invulnérable. Fais-en ta possession principale et personne ne pourra te ravir la paix. 5. Priorise l'essentiel. Souviens-toi de ta finitude. Le temps que tu perds, personne ne te le rendra. C'est la blessure que tu ignores chaque jour pendant que tu te distrais avec le trivial, pendant que tu remets à plus tard ce qui compte vraiment et que tu te convaincs avec des arguments fallacieux que tu auras bien l'occasion. Tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas capable de te regarder en face et d'admettre que ta vie est finie, tu continueras à offrir tes heures aux premiers caprices, au drame des autres, à l'urgence inventée. As-tu vraiment besoin d'un autre rappel pour comprendre que l'essentiel n'attend pas? Il n'y a pas de plus grande auto-illusion que de te croire immortel dans la pratique, même si tu répètes par cœur que la vie est courte. Prioriser l'essentiel implique une brutalité envers soi-même, couper sans pitié le superflu, cesser de justifier l'accumulation de tâches en attente, la surcharge d'engagements inutiles, l'addiction au divertissement sans but. Chaque fois que tu remets à plus tard ce qui est important, tu laisses l'inertie décider pour toi, et l'inertie ne sait que t'emmener vers la médiocrité. Tu n'es la victime de l'agenda de personne, ni de la désorganisation mondiale. Tu es l'otage de tes propres priorités déformées. Assez d'excuses. Personne ne va organiser ta vie sauf toi. Le stoïcisme n'est pas une invitation au minimalisme décoratif, c'est un mandat de lucidité. Reconnais ce qui a un poids réel et ce qui ne fait que prendre de la place. Ton temps est limité et ton énergie ne se régénère pas par magie. La plupart vivent comme s'ils avaient 1000 secondes chance, comme si les jours étaient une dette qu'on peut refinancer. Ce ne sont pas des secondes chances. Chaque jour que tu perds dans le superflu est un investissement perdu que tu ne récupéreras jamais. Ne te trompe pas. Ton calendrier, tes routines, tes conversations, tes habitudes de consommation, tout parle de ce à quoi tu donnes vraiment de la valeur. L'essentiel se défend chaque jour. Il ne se prêche pas le dimanche, ni ne se récupère dans une crise. Souviens-toi de ta finitude, car c'est là ta seul avantage stratégique. Quand tu es conscient que la mort est le seul dénouement garanti, les déchets émotionnels et les engagements vides perdent tout leur pouvoir. Celui qui oublie sa limite finit par vivre comme un touriste dans sa propre existence, toujours en attendant le moment idéal pour faire ce qu'il devrait déjà faire. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne compte pas. Le courage n'est pas de faire plus, mais de faire seulement ce qui transforme. Ne te laisse pas distraire par le superflu. Tu seras jugé par ce que tu as priorisé, pas par ce que tu as accumulé. La sérénité est un privilège que seul obtient celui qui a le courage de se concentrer sur ce qui importe et l'humilité d'accepter qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Tu perds le contrôle quand tu oublies l'essentiel. Personne ne va te rappeler cela tous les jours. Fais-le toi-même avant qu'il ne soit trop tard. 6. Transformer les obstacles en opportunités internes. Personne ne va adoucir le coup. Les obstacles n'existent pas pour vous abattre, mais pour exposer la qualité de votre réaction. Chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, le matériau avec lequel votre monde intérieur est construit se révèle immédiatement. Vous pouvez passer votre vie à attendre des conditions idéales ou à vous lamenter sur les pierres sur le chemin, mais la vérité inconfortable est que ce qui vous arrête est rarement le fait en lui-même, mais l'interprétation que vous en faites. L'obstacle n'est qu'un fait. La souffrance supplémentaire est un impôt mental que vous choisissez de payer. Combien de fois votre première réponse est-elle de vous plaindre, de vous sentir victime ou de renier votre sort? Ce réflexe automatique n'est pas innocent. C'est le résultat d'années à programmer votre esprit à chercher des coupables à l'extérieur et à éviter de regarder votre propre fragilité. Le piège est de croire que la vie vous doit du confort ou que les problèmes sont des épreuves injustes.
Personne n'a garanti un chemin dégagé ni de protection contre l'adversité. Les obstacles sont inévitables, mais votre façon de les affronter est optionnelle. C'est ici que le stoïcisme devient brutalement pratique. Il exige que vous analysiez votre réaction interne, que vous dénudiez vos croyances les plus confortables et que vous vous demandiez quelle opportunité se cache dans ce que vous rejetez d'emblée. Le mécanisme est simple et impitoyable. Chaque fois que quelque chose vous dérange, vous avez deux options. Soit vous répétez le vieux schéma de résistance et d'usure, soit vous utilisez cet événement comme matériau pour renforcer votre caractère. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de faire semblant que tout ce qui est difficile est automatiquement précieux. Il s'agit de comprendre que chaque obstacle est une invitation à briser une faiblesse interne, à entraîner une vertu que vous ne maîtrisez pas encore, à revoir le filtre avec lequel vous jugez vos circonstances. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de mesurer la vie par ce qui vous est facile et commencez à la voir comme une série d'opportunités pour polir votre caractère. La croissance est une dette qui se paie par un inconfort volontaire. Chaque fois que vous relevez le défi de transformer la difficulté en apprentissage, vous brisez la chaîne de la réaction automatique et devenez maître de votre expérience. Vous n'êtes pas un spectateur passif de vos problèmes, vous êtes l'artisan de vos réponses. L'obstacle cesse d'être un piège lorsque vous découvrez quel muscle interne vous pouvez exercer à partir de lui. C'est la différence entre vivre à la merci des faits et vivre comme un protagoniste conscient. Rien d'extérieur ne vous arrête autant que votre résistance interne à accepter et à tirer parti de ce qui se passe. Celui qui transforme l'obstacle en entraînement forge une résilience qui ne dépend pas de la chance. Souvenez-vous de ceci, chaque difficulté est un investissement dans votre force, si vous osez l'utiliser. Ce que vous ne transformez pas vous pèse. Ce que vous affrontez avec honnêteté vous libère. 7. Renonce volontairement à l'excès matériel. Tu ouvres l'armoire et tu te retrouves avec des vêtements que tu n'as pas portés depuis des mois, peut-être des années. Dans le garde-manger, des aliments que tu as achetés sur un coup de tête et dont tu ne te souviens même plus pourquoi. Sur la table, des appareils qui promettaient de te simplifier la vie et qui aujourd'hui ne font que prendre de la place. Le schéma est clair, tu accumules des objets, des engagements, des distractions. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'à un moment donné, tu as pensé qu'en remplissant l'extérieur, tu pourrais combler un vide intérieur. L'excès matériel est une réaction automatique à l'inconfort d'être avec soi-même. Il est plus simple d'anesthésier l'insatisfaction en achetant, en collectionnant, en remplissant des espaces, que d'affronter la racine de ton agitation. Tu te convaincs que tu le fais par praticité, prévention ou mérite, mais la plupart de ces justifications ne sont que des couches d'auto-tromperie. Le résultat est un esprit saturé, une vie lourde, une liberté hypothéquée à ce que tu possèdes. Le mécanisme est insidieux. Chaque objet supplémentaire promet une utilité, mais finit par exiger de l'attention, de l'entretien, de l'ordre. Chaque chose que tu gardes occupe non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. L'excès n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est un fardeau invisible qui vole la clarté et te distrait de l'essentiel. Pense à la façon dont la peur de perdre ou l'anxiété d'en avoir plus te poussent à confondre abondance et bien-être. Au final, tu multiplies seulement la dépendance, car plus tu accumules, plus tu t'identifies à ce que tu possèdes et plus tu crains de le perdre. Ainsi, l'excès matériel n'est pas un signe de succès, mais d'insécurité mal gérée. La paradoxe est brutale. Tu cherches la sécurité dans ce qui, en réalité, te rend plus fragile. Renoncer volontairement à l'excès n'est pas un geste esthétique ni une mode passagère. C'est une stratégie d'autolydrie. Décider ce qui est superflu et ce qui apporte réellement de la valeur est un exercice d'honnêteté radicale et de pouvoir personnel. Le détachement conscient n'est pas de la pauvreté, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. C'est s'entraîner à dépendre de moins en moins de l'extérieur et à renforcer le muscle de la suffisance interne.
Lorsque tu choisis de lâcher prise, quelque chose se libère en toi. Tu cesses de mesurer ta valeur par ce que tu possèdes et reprends le contrôle sur ce qui compte vraiment. L'excès est une ancre mentale. Le renoncement volontaire est une déclaration de liberté. Voici la ligne que tu dois graver. Ce que tu possèdes te possède si tu ne le surveilles pas. Fais l'inventaire. Chaque objet inutile est une décision en attente. Il ne s'agit pas de vivre avec le minimum par dogme, mais de reconfigurer ta relation avec le matériel. Le stoïcisme te demande de mettre chaque chose à sa place. Outils, pas amulette, ressources, pas identité. La légèreté est pouvoir. Lorsque tu choisis de ne porter que l'essentiel, tout ce qui est superflu perd son emprise sur toi. C'est là que commence la véritable indépendance, lorsque tu peux lâcher prise sans te sentir moins, et que tu découvres que l'indispensable tient presque toujours dans une seule décision. Moins de poids, plus de clarté. 8. Accepte la réalité sans résistance inutile. Ce n'est pas facile à admettre, mais il y a des moments où je me surprends à serrer la mâchoire ou à fermer les poings sans m'en rendre compte. C'est comme si une partie de moi, profondément ancrée, se rebellait en silence contre tout ce qui ne se passe pas comme je le souhaite. Je vois mon reflet dans la fenêtre, tandis que la nouvelle inattendue apparaît sur l'écran de mon téléphone. Ou quand un plan change brusquement et que cette gêne physique, cette sorte de tension dans les épaules, s'installe immédiatement. Le corps le trahit avant l'esprit, la respiration se raccourcit, le geste se durcit, le regard cherche un point fixe, comme s'il essayait de résister à l'évidence que le monde ne va pas s'adapter à mes désirs. Il y a un instinct presque enfantin qui s'active et exige que les choses soient différentes, que l'inconfort disparaisse et que l'inévitable se plie à mes préférences. Mais la réalité ne négocie pas. Je peux voir la chaîne de micro-gestes qui se répètent chaque fois que je me résiste. Un soupir impatient lorsque la file avance lentement. Le froncement de sourcils quand quelqu'un dit quelque chose que je ne veux pas entendre, les doigts frappant la table pendant que j'attends qu'une situation hors de mon contrôle se résolve. C'est une séquence absurde, comme si serrer les dents pouvait changer le temps, ou comme si désirer qu'une autre personne agisse différemment avait un pouvoir réel. La résistance inutile s'immisce dans les moindres détails. Vouloir remonter le temps, effacer un mot déjà prononcé, éditer la réalité comme si c'était un fichier numérique. Mais la vie n'accepte pas les commandes d'annulation. L'honnêteté consiste à reconnaître que cette impulsion de s'opposer à ce qui est déjà n'augmente que l'usure. La tension mentale et physique s'accumule comme un poids inutile, une sorte de pénalité pour ne pas accepter le fait fondamental qu'il y a des choses hors de ma portée. La sérénité ne se construit pas en luttant contre l'inévitable, mais en apprenant à lâcher l'illusion de contrôle. L'esprit indiscipliné insiste pour se battre sur chaque détail, comme si l'entêtement était une vertu. Mais cela ne fait qu'augmenter la frustration, car rien ne change à l'extérieur lorsque tout ce que je fais est de résister à l'intérieur. Accepter n'est pas céder, c'est cesser de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus d'avance. C'est regarder la situation telle qu'elle est, sans la maquiller ni la déformer, et décider de ce que je peux faire à partir de là. La résistance inutile est une dette émotionnelle qui ne se paie jamais. Elle ne fait que s'accumuler. Lorsque tu apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer, tu regagnes du pouvoir sur ce qui dépend de toi. La liberté commence au moment où tu cesses de mendier à la réalité qu'elle soit différente. Respire, accepte et agis depuis ce sol ferme. Accepter est l'antidote contre la paralysie. La réalité ne se plie pas, mais tu peux cesser de te battre avec des fantômes. 9. Prends la responsabilité de ton propre destin. Tu es comme un architecte enfermé dans un bâtiment sans plan, attendant que les fondations se renforcent d'elles-mêmes, tout en croisant les bras et en lançant des reproches au climat, aux ouvriers, à la ville entière. C'est l'auto-illusion parfaite. Convaincu que la structure de ta vie dépend de facteurs extérieurs, tu t'exonères de toute responsabilité sur la forme finale. Mais la vérité est brutale. Le bâtiment, c'est toi et chaque étage que tu ne construis pas est ton choix.
pas la faute de l'environnement. Arrête de chercher des coupables dans la topographie, dans la pénurie de matériaux ou dans les bruits extérieurs. Le manque de progrès n'est que le reflet de tes décisions remises à plus tard et de ta peur de prendre le contrôle. Il y a ceux qui préfèrent rester à réviser éternellement la liste des obstacles, attendant le signal magique qui justifierait leur stagnation, mais ce qu'ils réussissent à faire, c'est perfectionner l'art de la plainte et de la paralysie. Si tu te convaincs que le destin est une succession d'accidents et non de choix, tu finis par devenir l'otage de tes propres excuses. Personne ne va construire tes murs, ni installer tes fenêtres, ni concevoir les couloirs par lesquels tu veux te déplacer. Blâmer le hasard, tes parents, l'économie ou la malchance ne construit rien. Cela ne fait qu'accumuler la poussière sur l'œuvre inachevée de ton caractère. La vérité inconfortable est que l'autoresponsabilité n'est pas une option décorative, c'est un impératif de vie. Tant que tu continues à attendre la permission de quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais maître de ton histoire. Celui qui s'installe dans le rôle de victime ne fait que perfectionner l'habitude d'abdiquer son pouvoir. Il est plus facile d'être spectateur de ta vie que d'agir en tant qu'auteur réel, mais c'est le prix de la médiocrité. Ton destin ne dépend pas d'un coup de chance, mais de la discipline brutale de décider et d'assumer les conséquences. Il n'y a qu'une seule loi ici. Ce que tu ne choisis pas, tu le choisis par omission. Il n'y a pas de neutralité dans la construction de ton destin. Chaque évasion est une renonciation, chaque justification est une brique qui manque. Personne ne va te sauver, n'est pas une menace. C'est la liberté la plus crue qui existe. Tant que tu continues à alimenter le récit selon lequel le monde te doit quelque chose, tu vivras hypothéqué à la frustration et au ressentiment. Le seul chemin vers une véritable indépendance passe par la prise en charge de chaque décision, même celles qui te mettent mal à l'aise ou te mettent en exposition. Ta biographie n'est pas un accident, c'est une succession de choix quotidiens, de renoncements douloureux et d'engagements inconfortables que tu assumes ou éludes. Le courage de prendre le gouvernail est la différence entre une vie propre et une existence empruntée. Tu n'es pas un accident de tes circonstances, tu es le résultat de tes choix. Choisis de te construire ou accepte de disparaître dans la multitude de ceux qui attendent éternellement. 10. Cultive l'ordre et la force, quoi qu'il arrive. Rien ne s'organise tout seul, le chaos est la loi par défaut. Le reconnaître n'est pas se résigner, c'est le premier pas pour cesser d'attendre que la sérénité arrive comme un visiteur inattendu. Le désordre extérieur n'est souvent que le reflet d'un esprit qui, lorsque les circonstances se compliquent, révèle la fragilité de sa discipline intérieure. La tentation d'abandonner le contrôle lorsque tout semble s'effondrer est puissante. Il y a une voix intérieure qui chuchote qu'il ne vaut plus la peine de faire des efforts, que la fatigue justifie la négligence, que plus tard il y aura le temps de reconstruire ce que vous négligez aujourd'hui. Mais cette voix est celle qui perpétue la stagnation, celle qui normalise la médiocrité sous prétexte de fatigue ou d'injustice. L'ordre mental ne s'improvise pas au moment de la crise. C'est le résultat de milliers de petites décisions inconfortables, de la vigilance constante sur la pensée et l'émotion. La véritable force n'est ni une pause ni un coup de chance. Elle naît de l'habitude de rester ferme, même lorsque tout invite à baisser les bras. Si vous tombez dans le cycle d'attendre que la tempête passe pour reprendre le contrôle, vous vous condamnez à vivre en pause, toujours à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Le plus difficile est de maintenir la structure interne pendant que l'externe s'effondre. L'esprit cherche des excuses, rationalise la paresse et construit des arguments pour reporter l'effort. Le désordre commence souvent de l'intérieur, une concession minimale, une promesse que demain sera différent, une tolérance silencieuse à la négligence. Ainsi, le désordre se normalise, le muscle de la force s'atrophie et, lorsque vous vous y attendez le moins, vous vous retrouvez à vivre une vie qui ressemble peu à ce que vous avez un jour dit vouloir. Il n'y a pas de force sans ordre, ni d'ordre sans une volonté entraînée à résister à la pression de l'immédiat. Le mécanisme est simple et brutal.
Chaque fois que vous choisissez le chemin facile, le désordre prend du terrain. Chaque fois que vous maintenez l'autocontrôle, vous renforcez la structure qui vous soutient lorsque tout tremble. La discipline n'est pas une cage, c'est la condition minimale pour la véritable liberté. Jusqu'à ce que vous entraîniez la capacité de rétablir l'ordre mental et émotionnel au milieu du chaos, vous restez otage de tout contretemps. Ce que vous ne cultivez pas pourrit. L'ordre et la force sont des investissements quotidiens, pas des récompenses accordées par chance. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, mais des décisions que vous prenez juste au moment où tout semble justifier la reddition. Vous tenir à vos principes quand personne ne regarde, c'est construire des fondations qui ne dépendent pas du climat. Au final, la seule chose que personne ne peut vous arracher, c'est la fermeté avec laquelle vous choisissez de vous gouverner. Ordre et force, quoi qu'il arrive, c'est la différence entre survivre et vivre à votre hauteur. Merci d'être